voilà, expliquer par le biais de l'évolution tout ce qui existe aujourd'hui, comment fonctionne le vivant et voilà, comment il interagit, etc. Et pour ce faire, donc, nous avons accueilli donc, Claire Doutrelan qui vient de Montpellier et qui est directrice de recherche au CNRS en écologie fonctionnelle et évolutive. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc je vous laisse entre ses mains et je vous souhaite une bonne soirée. Eh ben, bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Merci pour l'invitation. C'est à la fois très impressionnant et très chouette de pouvoir vous parler de ce qui m'anime depuis plusieurs années. Et donc mon travail, donc je suis au CNRS et je travaille sur les comportements animaux. Et donc je suis une écologiste du comportement et sur la communication animale, donc comment les animaux communiquent, qu'est-ce qu'ils se disent, quels sont les différents sens utilisés. Et ce qui m'intéresse beaucoup, entre autres, dans cette communication animale, c'est le rôle de la sélection sexuelle. Et donc je pense que c'est pour ça que j'ai été invitée ce soir. Mais avant de vous dire avant de vous dire ce qu'on fait, ce qu'on connaît sur la sélection sexuelle, je vais juste faire une petite aparté, quelque chose qui me touche, qui est vraiment important pour moi, c'est pourquoi faire de la recherche sur les animaux, et que j'appellerais les non-humains. Pourquoi moi, en tant qu'être humain, j'ai été amenée à faire ça. Et pour moi, en fait, ça a toujours été quelque chose de non réfléchi, de me dire que la connaissance c'était quelque chose qui amenait que quand je voyais un animal agir ou faire quelque chose, j'avais envie de répondre pourquoi. Pourquoi il fait ça, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut faire. Et du coup ça a été vraiment ce moteur de curiosité qui m'a amené à faire ces recherches. Et ce que j'adore en faisant ça, c'est que ça me fait rencontrer les animaux et de qui ils sont et de rencontrer ce que j'appelle leur altérité, c'est leur vie indépendamment des humains. Je fais cette recherche fondamentale pas pour essayer d'avoir quelque chose pour nous humains, mais vraiment pour rencontrer un autre, comme on pourrait s'intéresser à un autre être humain, à quelqu'un qu'on rencontre dans la rue et qu'on a envie de savoir quelle est sa vie. C'est vraiment la même chose avec les animaux, sauf qu'on ne parle pas du même langage, donc c'est beaucoup plus difficile. C'est pas comme si on écoutait une émission de radio sur le travail d'un charpentier. Là, il faut faire un peu autrement. Et il y a beaucoup de gens en ce moment qui parlent un peu de ces rencontres avec les non-humains, cette notion d'altérité. Et j'imagine que vous devez connaître le dessinateur Alessandro Pignocchi, et qui a fait notamment récemment un livre avec un anthropologue qui a beaucoup travaillé sur des populations en Amérique du Sud, qui ont un rapport complètement différent aux vivants. Et donc du coup, ils sont tous les deux assez porteurs de cette idée qu'il faut vivre avec les animaux, il faut les considérer comme interlocuteurs ou partenaires de vie, et qu'on ne peut pas les considérer comme quelque chose d'utile pour les humains. Il y a aussi des philosophes qui discutent beaucoup de cette idée-là. Baptiste Morisot avec cette idée de diplomatie et de tout ce qu'on doit faire pour communiquer justement avec les non-humains. Et puis j'ai Virginie Maris qui parle beaucoup de la notion de nature, de la part du sauvage du monde et comment on fait pour l'étudier et la protéger. Donc pour moi, faire cette recherche, c'est participer au respect du vivant, et c'est quelque chose d'assez fondamental. Et ça nous permet en plus de voir des choses magnifiques comme il y a dans ce musée, comme il y a autour de nous en fait. Après, je voulais aussi dire que ça c'est une recherche de connaissances, et j'ai eu la chance récemment de travailler avec une dessinatrice qui nous a accompagnés dans une expédition dans l'île de Saint-Thomé où on étudie les oiseaux. Et elle voyait pas à quoi ça servait de savoir pourquoi, ses réponses au pourquoi, au comment faisaient pas beaucoup de sens pour elle. Elle avait une approche totalement différente du vivant en fait. Elle n'avait pas besoin de savoir comment marcher, un cœur pour être impressionné par un cœur ou des choses comme ça. Donc ça nous a donné des discussions très intéressantes. Et j'allais juste passer un son, je ne sais pas s'il va passer. Et l'idée, c'est qu'effectivement, si on est juste dans la forêt et qu'on écoute, on peut ressentir des choses qui nous touchent beaucoup, et que le fait d'être touché par regarder des choses ou par écouter des choses, écouter longuement, regarder longuement, c'est quelque chose qui est vraiment bon, qui fait plaisir. Et là, il y a un livre très intéressant aussi à Monde Sauvage, à Actes Sud, par Lisa Gardier, qui parle de psychologie positive et qui ressent toutes les recherches qui ont montré à quel point ça faisait du bien aux êtres humains de juste se promener. Par exemple, elle a cité une recherche où il y avait des étudiants
ils avaient un cours, on les faisait marcher soit 30 minutes dans un tunnel, soit 30 minutes dans une forêt, et à la fin on leur demandait qu'est-ce qu'ils avaient appris dans le cours 30 minutes avant, et tous ceux qui avaient eu la chance de pouvoir s'aérer dans la forêt, d'avoir un peu de quiétude, étaient beaucoup plus à même à redire ce qui s'était passé dans le cours, ou le fait de, quand les gens sont dans un hôpital, le fait de pouvoir accéder à voir un arbre ou un peu de lumière, bah, ils guérissent mieux. Enfin, du coup, voilà. Le fait que cette nature nous donne beaucoup de choses juste par le fait d'exister, et que ça c'est vraiment important. Bon, maintenant, passer cette petite aparté, donc ce qui m'intéresse, c'est les facteurs à l'origine de la biodiversité. Donc biodiversité, dans le musée, vous pouvez voir qu'il y a plein de formes de biodiversité. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la biodiversité dans les comportements, dans les couleurs, dans les sons. Et ça, c'est quelque chose qui est commun avec tous les gens qui sont dans mon domaine, qui s'intéressent à l'écologie évolutive. Et donc, juste quelques notions de cours. Pourquoi il y a toute cette biodiversité? Bah, tout d'abord, il y a beaucoup de hasard. L'évolution, c'est beaucoup de hasard. Donc, ce qu'on appelle les effets fondateurs, c'est que par hasard, il y a un individu avec telle forme qui arrive dans un endroit et pas un autre, et, donc, et qui s'installe. Et donc ça donne c'est un effet fondateur qu'on peut voir par exemple avec les îles. Donc on imagine de façon très symbolique un continent. Il y a deux formes d'individus, certains à crête rouge et certains à face violette et certains à face jaune. Et c'est que ceux qui sont à face violette qui arrivent, donc du coup déjà ça fait un peu de différence. Et puis par hasard, avec les mutations, qui sont aussi quelque chose d'aléatoire, la dérive, bah, il y a une mutation crête jaune qui arrive, et puis du coup au cours du temps, bah, il y aura deux formes différentes entre îles et continents. Donc ça c'est tout ce qu'on appelle le hasard. Après il y a des contraintes. Donc là, il y a un exemple très célèbre qui est l'exemple des pinsons de Darwin. Donc, on les a appelés les pinsons de Darwin parce que c'est Darwin qui, à la fin du 19e siècle, les a étudiés beaucoup et a utilisé ces espèces comme modèle pour comprendre la spéciation, donc la formation de nouvelles espèces. Et donc ces pinsons de Darwin, ils habitent dans les îles du Galapagos, au large de l'équateur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un ancêtre commun qui est arrivé dans ces îles où il n'y avait pas de compétiteurs, il n'y avait pas d'autres espèces d'oiseaux. Et en fait, pour exploiter au mieux la nourriture, les oiseaux, avec la sélection, donc il y a une sélection qui s'est faite qui était diversifiante, et donc les différents individus qui ont réussi à qui ont évolué des tailles de bec ou des formes de bec différentes, se sont spécialisés sur des formes de nourriture différentes. Et donc ça a amené une radiation évolutive, et associé à ça, donc je parle d'idée de contrainte parce que chaque forme de bec permet de produire des champs différents. Et donc ça c'est des sonogrammes qu'on voit ici avec les fréquences sur l'axe des Y et les différentes formes de notes au cours du temps sur l'axe des X. Et en fait quand on a un gros bec par exemple, on ne peut pas taper aussi vite parce qu'on doit aller loin, et donc du coup par exemple on fait des chants beaucoup plus lents ou des choses comme ça, les fréquences ne sont pas les mêmes. Donc ces contraintes expliquent aussi une partie de la variabilité. Et puis après, on a ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et donc là, je vais juste laisser la parole à quelqu'un d'autre, si j'y arrive, qui va expliquer en quelques mots la sélection naturelle, puis moi j'expliquerai la sélection sexuelle après. Donc vous avez qui est déjà venu, Pierre-Henri Gouillon. Découvert par Darwin, et qu'il a nommé comme ça, par analogie avec la sélection qu'exercent les humains sur les animaux domestiques ou sur les plantes domestiques. Ça marche comment? J'ai envie d'avoir un chien petit et des poils longs, dans une population de chiens, je garde ceux qui sont les plus petits et qui ont les poils les plus longs, puis progressivement je vais fabriquer un petit chien à poils longs. Voilà. Il suffit de conserver ce qu'on veut pour la production à la génération suivante. Et Darwin s'est rendu compte qu'en fait ça se produisait dans la nature, il n'y avait pas besoin qu'il y ait un homme pour faire ça, puisque à chaque génération on produit plus de descendants dans toutes les espèces pratiquement que la Terre ne peut en nourrir. Et donc le résultat, c'est que certains vont pouvoir survivre et d'autres ne vont pas survivre. Et que donc dans un environnement donné, certains vont être gardés, d'autres non, et que les caractéristiques de ces individus, et ça c'est le point difficile, vont être transmises à leurs descendants. Donc voilà, ça c'est en quelques mots la sélection naturelle, avec un parallèle qui est assez chouette avec la domestication. On a fait ça, nous, on a fait évoluer des patates, des tomates par un processus de sélection. Et donc ce qui se passe avec la sélection naturelle, c'est un peu la même chose, c'est que là c'est l'environnement, les individus s'adaptent, les individus les plus adaptés à un environnement laisseront plus de descendants. Et donc c'est vraiment ce parallèle qui explique bien. Donc sélection se fait dans l'environnement. Je vais reprendre le mode présentateur. Ouais, la sélection se fait dans l'environnement sur des traits permettant de laisser
les traits qui laissent le plus de descendants et qui permettent de survivre et de se reproduire, que les descendants survivent et se reproduisent eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que la sélection sexuelle maintenant? Donc là, c'est pas le fait, c'est la sélection due au fait d'avoir plus de partenaires. Donc, un individu qui arrivera à s'apparier avec plus de partenaires aura un nombre de descendants plus important, et si ces descendants sont en bonne santé, il sera plus sélectionné sexuellement. Donc, par exemple, je reprends mes petits schémas. Il y a dans une population deux types d'individus, certains à crête verte, bleue et d'autres à crête rouge. Et donc ceux qui ont la crête verte bleue, là, par exemple, sont plus sélectionnés, donc sont plus choisis par les femelles, ou sont meilleurs à acquérir des femelles. Et donc par exemple, ils auront 3 partenaires, chacun laissant 3 descendants, alors que celui à crête rouge sera pas choisi ou n'arrivera pas à acquérir un partenaire, et donc aura un seul partenaire avec 3 descendants. Et donc au final, celui à crête verte bleue là aura plus de descendants, donc il aura 9 descendants au total, et si ces descendants survivent et ont héritent le trait vert de leur père, et ben il sera plus fréquent dans la population l'année d'après, et donc c'est ce qu'on appelle être plus sélectionné sexuellement, car la différence entre ces différents mâles avec différents traits sont dus au fait qu'ils peuvent avoir plus de partenaires de reproduction. Et donc, juste encore une petite notion de cours et après je m'arrêterai là. Donc il y a des conditions pour qu'il y ait une sélection sexuelle qui arrive. C'est qu'il y a une variation entre les individus pour un trait, donc on appelle un trait sexuel secondaire. Donc ici le fait d'avoir une crête vert bleu ou d'avoir une crête jaune. Et il y a une relation entre le niveau d'expression de ce trait et la capacité de l'individu à avoir un partenaire. Et pour qu'il y ait sélection, il faut que le trait soit héritable, c'est-à-dire qu'il soit transmis aux générations d'après. Et donc la sélection sexuelle, ça donne des choses aussi magnifiques que ça. Donc ça, c'est les oiseaux du paradis en Nouvelle-Guinée, avec des oiseaux qui font des parades et qui ont des couleurs et des chants complètement incroyables. Et là aussi, je vais vous faire une petite vidéo, juste pour le plaisir du partage. Et donc là, le mâle se transforme complètement quand la femelle arrive. Et donc elle évalue et ses couleurs, et ses parades, et ses sons en fait. Et donc là, dans cette vidéo, il s'explique un peu, à un moment, on va voir, je crois, le mâle de l'autre côté. Enfin, je ne sais plus comment il se transforme petit à petit pour pouvoir séduire la femelle. Et donc c'est vraiment bien fait. Et je crois qu'à la fin, on voit à quel point ça peut être difficile pour lui de faire ça. Elle est bloquée. Bon, voilà. En tout cas, du coup, c'était pour partager. Il y a plein de vidéos, sûrement vous connaissez si vous êtes là, mais sur Internet, on peut voir toute la beauté, la diversité d'espèces qu'on n'a pas la chance de voir ici. On a beaucoup d'espèces qu'on a la chance de voir, mais certaines pas tous les jours. Donc voilà, ça c'était cet oiseau du paradis. Et donc sélection, qui dit sélection sexuelle dit 2 formes de sélection, comme vous l'avez peut-être déjà compris, vous connaissez peut-être déjà. Donc la sélection due au choix des femelles, qui est cette sélection intersexuelle ici, qui donne par exemple les ocelles des pans, et puis ici ces parades et cette longueur des plumes ici chez des veuves en Afrique du Sud. Et ça, on pense que les femelles choisissent des partenaires, soit parce qu'elles ont des bénéfices directs, par exemple elles s'apparient avec un partenaire qui n'a pas de parasites, ou qui sera très bon à nourrir ses petits, soit parce qu'on a ce qu'on appelle les bénéfices indirects via les gènes, une histoire de compatibilité entre gènes, par exemple par rapport à l'immunité entre mâles et femelles. Et puis il y a tout ce qui est compétition intersexuelle qui donne non pas des ornements mais des armements. Et puis là c'est par exemple des cerfs en France. Et là ces armements sont plus liés à la capacité à combattre, la capacité à garder sa femelle, où il y a, une fois que il y a eu fécondation, il y a aussi toute une compétition spermatique qui se passe à l'intérieur de la femelle, des choix femelles qu'on appelle post-cryptiques, qui se passent après la copulation, qui peut être soit aussi pareil du choix femelle, ou des mâles qui ont des spermes plus ou moins rapides et plus ou moins faits pour féconder rapidement les femelles.
Donc ainsi dans les livres, c'est là où je vais présenter quelque chose de différent, on pense que la sélection est plus forte chez les mâles, et à raison. Il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux où le mâle est comme ça, comme chez ce tisserand gendarme d'Afrique du Sud, plus coloré que la femelle, et où ça donne des individus avec des parades très extrêmes chez les mâles. Et ça, en fait, du coup, pendant la sélection sexuelle, c'est une science, une recherche assez jeune qui date d'il y a énormément de recherches sur la sélection sexuelle à partir des années 80, donc ce qui est assez jeune dans un temps scientifique. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup d'articles et de recherches qui ont été faites pour prouver que, voilà, il y avait vraiment du choix, il y avait vraiment de la compétition, et donc, du coup, et le fait de le faire chez beaucoup d'espèces pour être sûr que ça soit vrai. Et ça nous a amené pendant très longtemps à ignorer le fait que chez beaucoup d'espèces, les femelles aussi sont colorées. Donc ça, c'est toutes des espèces où la femelle est colorée. Donc des fois moins que le mâle ici, comme c'est chez ces oiseaux, mais des fois comme les mâles. Il y a quelques espèces où les femelles sont plus colorées que chez les mâles, mais c'est souvent des espèces où c'est le mâle qui fait les soins parentaux en fait. Donc, mais là, toutes ces espèces ici que j'ai montrées, que ce soit la coloration rose ici de ces macaques, le ventre un peu rouge de ces gobies, les ailes de papillon, le petit patch jaune ici, et toutes ces espèces, il a pu être montré qu'il pourrait avoir de la sélection sexuelle et donc sur les ornements femelles en fait. Donc dans les livres encore, pendant longtemps on a pensé, oui d'accord, il y a certaines femelles qui sont colorées, mais elles sont colorées parce qu'elles héritent les traits de leur père. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la corrélation génétique. Si une femelle est colorée, c'est parce que son père était lui-même coloré. Et donc ça, c'est un diagramme qui se fait au cours du temps évolutif. Il y a par exemple une espèce où mâle et femelle sont identiques. Et puis le mâle, par sélection sexuelle, acquiert un ornement. Et à la génération quelques générations après, la femelle l'aura aussi, juste parce que son père l'avait. Et après, on pense, qu'il pourra avoir variabilité, juste parce que la femelle va évoluer des traits plus cryptiques, parce que c'est elle qui fait, chez la majorité des espèces, les soins parentaux. Et donc du coup, il y aura un intérêt à ce qu'elles ne se fassent pas manger et qu'elles puissent, les femelles qui sont un peu plus critiques ne se feraient pas manger, pourraient élever leurs petits et donc seraient sélectionnées. Donc ça, c'est ce qui était dans les livres jusqu'à très, très récemment. Mais dans les 20 dernières années, on s'est dit non mais c'est pas possible, les ornements sont vraiment vraiment fréquents. Ils sont peut-être certes moins développés, mais ils sont là, et donc du coup, la corrélation génétique et la prédation ne peut pas tout expliquer. Et donc du coup, un peu plus récemment, toujours jusqu'à récemment, c'était dit que le chant était l'apanage des mâles. Chez les oiseaux, il n'y a que les mâles qui chantent. Et que les chants chez les femelles étaient atypiques ou rares. Et donc là, c'est un exemple par exemple de merle qui chante. Mais en 2014, il y a une étude qui a dit, bon voilà, revisitons un peu cette hypothèse et regardons chez la majorité des espèces du monde si le chant des femelles est présent ou absent. Donc ça, c'est un arbre du vivant. Chaque bout de branche est une espèce différente et les espèces qui sont proches sont liées par des nœuds phylogénétiques ici. Et donc ils ont fait une étude sur 300 espèces et ils ont pu voir que ces 300 espèces, en fait, il y avait 2/3 des espèces du monde où les femelles chantaient. Donc pas du tout la vision qu'on avait que c'était que les mâles qui chantaient. Et donc ça, c'est pas parce que les scientifiques étaient pas malhonnêtes, c'était tout simplement dû au fait que la majorité des études qui ont été faites en Europe et en Amérique du Nord, où effectivement les mâles chantent plus que les femelles. Donc il y a vraiment le fait de faire des études sur l'ensemble du monde nous amène à revisiter un peu la façon dont on pense le vivant. Mais même dans nos contrées ici, j'ai des collègues qui travaillent sur le chant des femelles chez les rouges-gorges. Donc oui, au printemps, les femelles de rouge-gorge ne chantent pas, mais par contre, en hiver, elles chantent. Il y a autant de mâles que de femelles qui chantent et elles défendent chacune un petit territoire. Donc mâles et femelles défendent des territoires différents où chacun se nourrit. Et le chant des femelles est difficilement distinguable à l'oreille humaine. Et donc il a fallu des études où les gens ont capturé les oiseaux, les ont bagués, ont fait un sexage génétique, parce que chez les rouges-gorges, on ne peut pas savoir qui est le mâle et qui est la femelle. Et avec des observations, ils ont pu voir que les femelles de rouge-gorge chantaient aussi par chez nous. Donc qu'en est-il des couleurs ?
Pareil, beaucoup de femelles d'oiseaux présentent des colorations, aussi dans beaucoup d'endroits du monde. Et là, pareil, il y a une étude qui est parue cette année sur 4500 espèces de passereaux. Et donc ils ont fait aussi une étude à large échelle, comme ça. Et donc là, ici, les zones où les femelles sont très colorées sont les zones en rouge. Donc les femelles sont plus colorées dans les tropiques. Et on peut voir que quand même, il y a beaucoup d'endroits du monde où les femelles sont bien colorées. Ils ont fait la même chose chez les mâles. Donc on peut voir qu'avec les couleurs, effectivement les mâles sont un peu plus colorés que les femelles, donc ce qui explique ce biais à dire qu'il y a plus de sélection sexuelle chez les mâles. Et on peut voir aussi que si on voit où la majorité des recherches se font et ont commencé en Europe, là où est né Darwin, on peut voir qu'effectivement, en fait, les femelles étaient moins ornementées. Donc ça peut amener à se poser la question, si Darwin ou si quelqu'un qui travaillait en biologie évolutive et qui s'était posé ce genre de questions était né là, quelle vision du monde il a eu de l'évolution et de la sélection sexuelle. Toujours sur les ornements femelles, les œufs des femelles peuvent être très colorés, donc on pense souvent que les femelles ont des œufs un peu comme ça, très cryptiques, et c'est effectivement souvent le cas, mais il y a des espèces où les œufs des femelles sont très colorés, et donc du coup il y a aussi des recherches qui s'intéressent maintenant à pourquoi cette diversité dans les colorations des œufs des femelles. Donc tout ça, ça a amené à un changement de paradigme. Là, j'ai mis ici cette chouette effraie parce que c'est une des premières espèces où il y a une étude un peu à long terme, donc où les gens ont bagué des oiseaux, les ont capturés, ont regardé leur succès reproducteur, où ils ont pu voir que la coloration ici de cette chouette effraie était liée à la qualité. Et donc maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est les recherches qu'on a menées dans notre équipe à Montpellier sur la mésange bleue, ce passereau ici, et pour savoir est-ce que chez cette espèce, le fait que la femelle soit si bleue ici, si jaune ici, à l'instar du mâle, peut être un signal de qualité, est-ce qu'il peut avoir un rôle de la sélection sexuelle. La mésange bleue, c'est un passereau d'environ 8-10 grammes. 8-10 grammes, ça veut dire que c'est à peu près le poids d'une lettre, donc c'est vraiment tout petit. Quand on a une mésange bleue dans la main, c'est vraiment assez adorable. Et qui est réparti sur toute l'Europe ici, donc du sud de l'Espagne jusqu'en Russie. Et c'est un oiseau cavicole, donc ça veut dire qu'il a besoin de cavités. Son habitat, ses cavités préférées, c'est des cavités dans les arbres, dans des vieux arbres. Donc du coup, quand on a des forêts un peu jeunes, les oiseaux ne peuvent pas être présents dedans. Et nous, on profite de ce comportement cavicole pour l'étudier dans des nichoirs. Donc on a une équipe, on travaille sur 5 populations près de Montpellier, une population en forêt, une population dans la ville de Montpellier, et puis 3 populations en Corse. Et on est vraiment une grosse équipe, on est 5-6 chercheurs, dont un au Canada, et puis plein d'étudiants en thèse, plein de postdoctorants, et puis des ingénieurs de recherche. Et donc ça nous donne la chance de nous balader dans des superbes forêts corses comme à gauche, et puis quand on ouvre les nichoirs, de voir et de rencontrer la petite mésange bleue, même si malheureusement on lui fait un peu peur. Et ça, en fait, on ouvre les nichoirs parce que donc elle est tolérante au stress dû à l'humain qu'on inflige en faisant ça, et qu'on inflige le plus vite possible pour la déranger le moins possible. Et ça nous permet d'avoir la date de ponte de ces individus, le nombre d'œufs pendus, le nombre de poussins éclos, et puis le nombre de poussins qui arriveront à s'envoler. Et puis on capture les parents. Et chaque parent est bagué avec une bague avec un numéro unique du Muséum d'histoire naturelle. Et ça nous donne accès en fait à la survie des individus. Et donc du coup, on peut savoir que par exemple, une mésange, ça vit de 1 an à 10 ans. La majorité vivent malheureusement que 1 ou 2 ans parce qu'au bout de chaque année, 50% des mésanges meurent du fait de la prédation, du froid, des choses comme ça, quoi. Mais dans nos populations, on a quelques individus de 9-10 ans qui ont réussi à échapper aux différentes contraintes environnementales. Le fait de les baguer et le fait ça nous permet aussi de mesurer l'irritabilité des traits, donc ça c'est ce qui nous permet de savoir si une mésange qui est bleue va transmettre plus de bleu à ses descendants ou pas. Et donc du coup ça nous permet de faire des généalogies. Donc on a par exemple cette mésange ici qui aura eu au bout de 4 générations ces 3 descendants là. Donc on connaît le pédigré de chaque individu grâce au fait qu'on fait ça chaque année sur le terrain. Donc chaque année on bague les individus, on regarde leur succès reproducteur, on sait quel poussin est issu de quels parents.
Et donc là, avant de vous présenter ce qu'on a fait sur les colorations femelles et ce qu'on a découvert, je vais juste vous présenter quelques résultats qu'on a eu qui étaient un peu chouettes dans l'équipe. Tout d'abord, chez les oiseaux, peut-être vous le savez, le chant doit être appris pour être correctement émis. Donc si un oiseau est sourd ou quelque chose comme ça, il pourra pas chanter bien en fait. Donc ils ont une période d'apprentissage qui dure à peu près 50 jours. Pour les oiseaux qui ont un chant fixe. Et donc du coup ça peut créer, comme chez les mammifères marins, des dialectes. Donc il peut avoir donc là c'est le cas chez la mésange bleue. On a des individus qui chantent ce chant qui est celui que vous entendez certainement par ici, qui est un chant avec trille. Donc le tri étant cette fin de chant ici. Donc ça c'est un chant avec trille. Et puis on a dans d'autres populations des chants qui sont très très différents, qui sont ceux-là. Et en fait, ce qu'on a pu voir en allant enregistrer les oiseaux sur le terrain, chaque matin au lever du soleil, c'est que ici, dans le sud de la France, comme ici chez vous, près d'Orléans, toutes les mésanges chantent des chants avec trille. Elles ont des fois un chant sans trille, mais 80% de leur répertoire, parce qu'elles chantent différents types de chants, est considéré avec des chants avec trille, alors qu'en Corse, d'une vallée à l'autre, elles ont des chants différents, et la majorité de ces chants sont sans trille en fait, donc elles n'ont pas la trille en Corse. Donc on s'est demandé pourquoi, est-ce que c'est du hasard? Donc est-ce que c'est parce que en fait, la mésange qui a dispersé, les quelques qui ont dispersé, bon c'est pas entre la France, c'est entre l'Italie et la Corse à l'époque étaient des oiseaux sans trille, est-ce qu'elles l'ont perdu avec, parce que comme c'est un trait culturel, ça peut se perdre par hasard comme toute culture. Et une autre hypothèse, nous, qu'on avait testée, c'était est-ce que ça peut être dû à la compétition avec la mésange charbonnière, qui est une des mésanges les plus proches de la mésange bleue au niveau phylogénétique. Et donc on a émis cette hypothèse parce que à Montpellier, comme dans toute l'Europe, il y a beaucoup de mésanges charbonnières et toutes les mésanges mésanges bleues qui sont en France et en Europe chantent des trilles. Alors qu'en Corse, le niveau des fois il y a des populations où il y a beaucoup de mésanges charbonnières et d'autres il y en a peu. Et donc on a pu, en tout cas au niveau corrélatif, dès qu'il y a la mésange charbonnière, les mésanges bleus font une trille. Dès que la mésange charbonnière elle est là, elle n'est pas là, elles n'en font pas. Et on a pu faire aussi des expériences de playback. On avait fait des repasses de chants comme ça et de chants comme ça, et on voyait que ces chants comme ça, là, sans tri, attiraient beaucoup plus la mésange charbonnière. Or, la mésange charbonnière, elle est un peu plus grosse que la mésange bleue, elle est plus compétitive. Et notre hypothèse, c'est qu'en fait, la mésange bleue n'a aucune envie d'attirer une mésange charbonnière si celle-ci se trompe, elle se dit « Ah, j'ai un compétiteur de la même espèce ». Donc elle a intérêt à signaler « Moi, je suis une mésange bleue, viens pas trop m'embêter ». Ou viens m'embêter que si vraiment tu veux m'embêter, mais pas par hasard, parce que j'ai pas envie de me confronter avec toi. Alors que là, en fait, comme il n'y a plus la mésange charbonnière, le chant peut évoluer vers des formes différentes. C'est comme s'il y avait un espace acoustique plus grand, en fait. Donc c'est quelque chose qu'on connaît chez les oiseaux, c'est qu'il y a une compétition pour l'espace acoustique, où chacun doit se partager le fait de vivre ensemble. On a aussi trouvé qu'il y avait de la personnalité chez nos oiseaux. Donc personnalité, c'est un terme un peu qui fait un peu sourire, mais c'est le fait que les individus ont des traits répétables. Donc on sait tous que si on a des animaux domestiques, que 2 chiens sont pas pareils ou 2 chats sont pas pareils. C'est la même chose chez les oiseaux. Donc il y a des oiseaux plus ou moins dociles, plus ou moins explorateurs. Donc ça, ce qu'on fait pour tester ça, c'est qu'on teste plusieurs fois des individus dans des environnements neutres et on regarde leurs réactions et on voit que souvent ils ont la même façon de regarder, de se comporter. Et donc, par exemple, le comportement d'exploration est répétable à 50%. Donc, dans 50% des cas, ils font exactement la même chose. Et là aussi, les personnalités des mésanges diffèrent entre vallées. Les oiseaux d'une population explorent plus lentement leur environnement et sont moins agressifs en main. Et donc, on a aussi des hypothèses pour expliquer pourquoi, et je pourrais vous en dire plus s'il faut. Toujours en Corse, on a trouvé un comportement très intéressant, c'est que les mésanges bleus mettent des herbes aromatiques dans leur nid, donc au stade où, juste en fin d'incubation et au début de l'élevage des poussins, juste après l'éclosion, on voit qu'elles apportent des petites herbes là qu'elles mettent comme ça, et c'est de la lavande, c'est du romarin, c'est de l'hélichrysum, et si on leur enlève ces plantes, elles les remettent. Donc c'est vraiment, elles le font pour une raison, et on a pu trouver que le fait de mettre des plantes aromatiques dans les nichoirs, ça avait des conséquences sur les bactéries du nichoir en fait.
Et un dernier comportement un peu marrant, donc ça c'est un nichoir de mésange bleu filmé pour voir ce comportement ici. Donc on a vu un mimétisme acoustique. Donc la mésange bleue, là il y a une mésange bleue dehors qui prévient celle de l'intérieur qu'il y a un danger. Donc celle de l'intérieur commence à s'inquiéter. Il fait ce son. Et donc ça, si on ouvre un nichoir de mésange bleu et que la mésange fait ça, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a vraiment tendance à se reculer naturellement. Et donc on a appelé ça un pchit. Et ce qu'on a pu voir, c'est que donc là c'est toujours un sonogramme avec la fréquence et le temps ici. Et que ce cri n'a vraiment rien à voir, par exemple, avec un chant avec tri de mésange bleu. Mais par contre, est très proche des pchits que font les couleuvres. Si on a une couleuvre qui essaye de nous attaquer, elle fait un sort de pchit comme ça. Et donc du coup, on a pu mesurer qu'il y avait vraiment des similarités au niveau acoustique entre ces deux types de vocalisation. Et après, on les a repassés à des souris d'élevage pour voir leur réaction. Donc on a repassé un chant de mésange bleu, ce pchit de mésange bleu et le son de la couleuvre à échelon. Et on a vu que la souris était pas du tout ennuyée par un chant de mésange bleu. C'était comme un son on avait mis un petit son contrôle aussi. Mais par contre était assez inquiète par le chant de le pchit de la couleuvre et le pchit de la mésange bleue. Donc on pense que si elle fait ça, c'est pour faire peur à un prédateur qui voudrait arriver dans son nichoir pour manger les poussins. Et voilà, c'est une hypothèse. Mais bon, revenons maintenant à nos couleurs de mésange, passer ces petites digressions. Donc nous, ce qu'on fait pour savoir si la couleur des mésanges peut être un signal de qualité et peut être utilisé dans les interactions entre individus, c'est qu'on prélève 3 petites plumes là sur le front et puis 3 petites plumes ici jaunes, et qu'on met tout ça dans des sachets, on amène ça au laboratoire, et puis après on mesure ça avec un spectrophotomètre qu'on ne voit pas là, mais qui est en gros une lumière qui va mettre de la couleur, qui va mettre une lampe, une fibre qui va mettre de la lumière, j'y arrive, sur une plume ici, et qui va mesurer le spectre de réflectance comme ici. Donc ça nous permet de quantifier précisément la couleur de chacun. Donc qu'est-ce que c'est un spectre de réflectance? C'est ici la lumière donc reflétée, et puis ici les longueurs d'onde. Et donc chaque couleur ici a une longueur d'onde différente. Donc le vert a cette longueur d'onde par rapport au rouge qui est beaucoup plus dans les longueurs d'onde élevées. Et après, ce qui est intéressant, c'est que les spectrophotomètres mesurent aussi les couleurs invisibles aux humains. Donc l'ultraviolet, nous on ne voit pas l'ultraviolet. Et ce qui est très intéressant, c'est que les oiseaux, eux, voient l'ultraviolet. Et donc ça, c'est un spectre de réflectance de mésange bleu. Et en fait, on peut voir qu'ici, dans l'ultraviolet qui est entre 300 et 400 nanomètres, il y a une belle différence entre mâles et femelles. Et donc les mésanges bleus se voient totalement différentes de la façon dont on les voit, parce qu'elles ont 4 cônes qui leur permettent de voir l'ultraviolet, alors que nous, les humains, on n'en a que 3. Et donc du coup, les mésanges bleus sont beaucoup plus différentes dans l'œil de la mésange bleue que dans l'œil de l'être humain. Et donc ça, c'est le fait de pouvoir mesurer avec le spectrophotomètre la coloration, ça nous donne accès en quelque sorte à l'invisible, enfin à l'invisible pour nos yeux d'humains en fait. Et on peut quantifier une partie de cet invisible. Ça, c'est un spectre de coloration jaune. Donc là, il n'y a pas de différence du tout dans l'ultraviolet, et il y a une petite différence entre mâles et femelles. Et donc le fait que ça soit jaune, en fait un spectre de réflectance blanc, il serait tout plat. Et le fait qu'il y ait des caroténoïdes, ça absorbe ici et ça crée la coloration jaune. Donc ce qu'on a pu voir, donc dans notre équipe, donc ce que j'ai fait moi, c'est qu'on a essayé de tester les différentes hypothèses qui pourraient créer des traits colorés chez les femelles. Donc on a pris cette première hypothèse de corrélation génétique. Donc on a pris toutes les couleurs mesurées depuis 2005, on a pris notre pédigré, donc le fait qu'on sait que tel individu est le petit-fils de tel autre, et on a mesuré la corrélation génétique entre traits mâles et traits femelles. Et on a pu voir qu'effectivement, comme attendu, il y a une très forte corrélation génétique. Donc une femelle ou un mâle, donc une femelle issue d'un père très coloré sera très coloré, mais on peut se dire que la réciproque est vraie. Une femelle issue et un mâle issu d'une femelle très colorée sera elle-même très colorée. Donc ça ne nous dit rien par rapport à qui dirige quoi en fait. Et on a pu voir qu'il y avait une héritabilité de nos traits aussi qui permettait une évolution via la sélection sexuelle ou sélection naturelle. Donc oui, il y a la corrélation génétique. Après, on a essayé de regarder le choix de partenaires. Donc il y a des expériences qui ont été faites en captivité, en manipulant le jaune ou en manipulant l'ultraviolet de la calotte ici. Et là, on a pu voir qu'effectivement, il y avait un choix. Les individus choisissaient soit les plus colorés, soit les moins colorés.
On a aussi utilisé notre base de données à long terme. Donc on avait 10 années de données, 1600 paires, et là on s'est dit est-ce que les individus plus colorés s'apparient entre eux, les moins colorés s'apparient entre eux, et on avait vu effectivement qu'on avait une corrélation, pas hyper forte, mais qu'on avait une petite tendance à ce que les individus les plus colorés s'apparient entre eux. Donc ça nous suggère qu'il y a effectivement un choix de partenaire. Et si on fait un zoom out, là on se demande qu'est-ce qui se passe chez les oiseaux en général. On peut voir que chez les oiseaux, en fait, le choix mâle, maintenant, il a été montré comme très fréquent. Et on peut se demander pourquoi est-ce que, effectivement, il y a plus d'espèces d'oiseaux où les mâles et les femelles se ressemblent, même s'il peut y avoir de la variabilité. Et donc, dans les causes potentielles, il y a le fait que chez les oiseaux, par rapport par exemple aux mammifères, il y a beaucoup de monogamie. Donc, les oiseaux sont des espèces très monogames. Et ainsi, il y a 90% des espèces d'oiseaux qui sont monogames, donc qui ont le même partenaire tout au long de leur vie ou pour au moins une saison de reproduction. Et donc ça, c'est chez un grand nombre d'espèces d'oiseaux. Plus de 5000 espèces d'oiseaux sont monogames. Et donc du coup, peut-être que le fait d'être monogame, ça amène un choix plus important, parce que si on n'a qu'un partenaire pour toute sa vie, il ne faut pas se tromper. Si on peut choisir. Mais ça a été un peu remis en cause avec toutes les études qui ont été faites avec l'ADN, avec les tests de paternité qui ont été faits, qu'on peut faire en prenant du sang des pères, de la mère et des poussins. Et là, on a pu voir qu'en fait, dans ces oiseaux monogames, il y avait 90% d'entre eux qui, en fait, étaient polygames génétiquement, c'est-à-dire que leurs poussins étaient issus de plusieurs pères. Donc, il y a beaucoup de couples chez les oiseaux. Et les divorces sont aussi très fréquents, donc chez les oiseaux aussi on peut avoir 2 familles. Donc en fait cette hypothèse que c'était la monogamie qui pourrait expliquer le fait que les mâles et les femelles d'oiseaux sont plus semblables parce que les 2 sexes se choisissent est certainement une cause, mais c'est pas la seule cause du choix plus fort des mâles chez les oiseaux que chez les mammifères par exemple. Et là, par exemple, si on revient sur la mésange bleue, chez la mésange bleue, entre 16 et 25% des poussins sont issus de plusieurs pères, donc ils ne sont pas issus que du père qui passe du temps à les nourrir. Et ça, c'était basé sur 1300 poussins. Et pareil, le taux de divorce, donc d'une année à l'autre, est assez élevé, donc il y a 40% de divorce. Donc alors pourquoi un choix mâle? Une autre hypothèse c'était que chez les oiseaux, les soins biparentaux sont très fréquents, c'est-à-dire que et le mâle et la femelle nourrissent les petits. Donc il n'y a pas que la femelle qui fait tout. Et donc encore une fois, 81% des oiseaux font des soins biparentaux quand on regarde à une échelle un peu plus large. Et donc c'est le cas par exemple ici des manchots, des mésanges ou du chardonneret. Et donc nous, ce qu'on a fait dans l'équipe, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle une analyse comparative. Donc c'est-à-dire qu'on a étudié plein d'espèces d'oiseaux, on a étudié la coloration des femelles et des mâles chez toutes ces espèces, et on a lié ça avec l'investissement paternel de l'espèce moyen. Donc on a été regarder dans les livres, et on a pris telle espèce, est-ce que c'est le mâle et la femelle font le même type de soins parental, la même quantité de soins parental pendant l'élevage, pendant l'incubation et après l'envol des petits. On a été dans les collections des muséums d'histoire naturelle, où ils ont beaucoup d'oiseaux du monde. Et donc on a mesuré par spectrophotométrie leur coloration. Ici c'est un colibri qui a une coloration iridescente. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'effectivement, les espèces étaient plus brillantes, les femelles étaient plus brillantes ici, quand les soins paternels étaient équivalents entre mâles et femelles. Donc les espèces où le mâle fait la moitié des soins paternels, par exemple en termes de nourrissage, sont appariées à des femelles plus brillantes. Donc ça va dans l'hypothèse que peut-être qu'il y a plus de choix mâles quand les rôles au sein quand ils sont moins genrés, quand les oiseaux sont ce qu'on appellerait maintenant moins genrés. Après, on s'est demandé qu'en est-il de la compétition intrasexuelle, donc entre femelles, notamment pour l'accès à des territoires de reproduction ou des zones de reproduction. Et là, ce qu'on a fait pour voir si la coloration était importante, c'est qu'on a fait des expériences avec des leurres. Donc on avait ici une femelle qui était la femelle résidente qui appartenait à ce nichoir, et puis on lui présentait un individu avec beaucoup d'UV sur la tête, où on avait augmenté l'UV, et un individu où on avait diminué l'UV bleu de la coloration de la tête. Et ce qu'on a pu trouver, c'est que quand la résidente elle-même était très colorée, elle allait attaquer en priorité le leurre le plus coloré. Et par contre, quand elle était très colorée, très terne, elle allait attaquer en premier le leurre le moins coloré.
Et ça allait avec l'hypothèse que la coloration peut être un badge de statut, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux où le fait de porter un ornement, c'est par exemple le cas des moineaux, ils ont un ornement noir, ici il y a un badge. Et souvent on voit qu'en fait que les oiseaux de même rang se battent, alors que les oiseaux de même taille de patch se battent, alors que les oiseaux avec des tailles de patch différentes se battent pas, ils s'évitent. Et c'est comme si c'était un signal un peu d'agressivité. Et donc par exemple un individu qui n'a pas de médaille, il ne va pas aller se battre avec la médaille d'argent en judo s'il voit que l'autre arrive à afficher sa dominance. Donc ça semble aller dans le sens qu'il pourrait avoir une compétition intrasexuelle qui fasse évoluer les colorations chez les femelles. Cette histoire de compétition qui est vraiment importante pour faire évoluer la coloration, maintenant c'est vraiment très démontré. Et là par exemple, c'est 2 espèces de perroquets qui habitent en Australie. Et là on pourrait se demander lequel est la femelle, lequel est le mâle, est-ce que c'est le rouge, est-ce que c'est le vert, qui est la femelle. Et donc la réponse est que c'est la femelle qui est toute rouge. Et c'est la femelle qui est toute rouge, notamment parce qu'elle défend de façon très, très forte la cavité dans laquelle elle doit se nourrir, alors que le mâle défend le territoire. Et le fond lumineux, les couleurs sur lesquelles cette défense se fait est très différente et donc amène à plus de nécessité de visibilité dans le rouge pour la femelle pour être bien vue, ou de vert pour le mâle. Après, ce qu'on a essayé de voir, c'est est-ce que la coloration, donc d'accord, ça peut évoluer par sélection, potentiellement par sélection sexuelle via le choix mâle ou la compétition femelle, mais pourquoi? Est-ce que c'est un signal de qualité et quelle qualité? Donc là, on a encore une fois utilisé nos 17 ans de jeu de données et on a cherché à savoir si les femelles qui pondaient plus tôt étaient plus ou moins colorées. Donc vous voyez, c'est une grosse patate, mais il y a quand même une tendance qui sort. C'est que les femelles qui ont plus d'UV bleu sur la tête, ici, pondent plus tôt. Et donc il faut savoir que chez les oiseaux, plus les individus arrivent à pondre tôt, plus ils arrivent à anticiper bien le pic de nourriture et plus ils ont un succès reproducteur meilleur. Après, on a fait ça aussi pour le jaune. Et là, le jaune n'est pas lié à la date de ponte, mais il est lié au nombre de poussins envolés. Donc les femelles qui sont plus brillantes, ici sur leur poitrine, arrivent à envoler plus de poussins. Donc c'est comme si elles ont certainement de meilleure qualité au niveau des soins maternels. Et ce qui était intéressant, c'est que dans ces analyses, il y avait aussi les mâles, et finalement les traits femelles sortaient plus que les traits mâles. On s'est aussi intéressé à la coloration des œufs. Donc chez les mésanges, il y a des œufs de coloration très différentes. Il peut y avoir des œufs tout blancs, des œufs qui sont tachetés seulement ici au bas de leur œuf, et des œufs avec des tailles de plus ou moins grandes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré cette quantité de taches, et on a pu voir ici que les femelles qui ont des œufs plus tachés arrivaient à transmettre plus d'anticorps dans leurs œufs via le jaune à leurs poussins. Et donc ça, c'est aussi un signe de qualité, parce que les poussins qui naissent avec plus d'anticorps seront à même à plus se défendre des parasites. Donc le fait que, donc là c'est en anglais, mais c'est juste pour dire qu'il y a une publication qui est aussi parue cette année, qui a repris toutes ces études, la nôtre sur les mésanges bleus, mais aussi sur 64 autres espèces. Donc on voit que les chiffres ne sont pas très grands, on en est au début de ces questionnements sur les ornements femelles, mais ils ont pu trouver que en fait, chez ces 64 espèces où le mâle et la femelle sont colorés, le niveau d'information et le lien entre qualité des ornements, entre mâle et donc le lien entre coloration et qualité, était le même chez le mâle et la femelle. Donc il y avait vraiment la même fonction potentielle. Donc voilà, là j'arrive au bilan de cet exposé. On a pu voir qu'il y avait un lien entre les colorations jaunes et bleues et la capacité à pondre, à envoler des poussins, ce qui suggère un lien entre qualité et coloration et qualité. Il semble que les colorations bleues soient choisies par le mâle et que les colorations bleues influencent la réponse territoriale. Donc ça nous a amené à dire que oui, en tout cas jusqu'à présent, avec toutes les études qu'on a fait, on aurait ce lien entre ornement femelle et qualité chez la mésange bleue, et puis il y a un rôle potentiel de la sélection sexuelle. Et ça c'est intéressant parce que ça a participé à un changement de paradigme au regard de la vision traditionnelle de la sélection sexuelle comme opérant chez les mâles. Et puis ça questionne beaucoup par rapport au biais des chercheurs qu'on peut avoir comme tout être humain. Et
et que, enfin, voilà, du coup c'est assez intéressant. Et puis c'est aussi dû au fait, pas qu'à des biais, mais que les études sur la sélection sexuelle est relativement jeune. Et comme les mâles chez les oiseaux ont des ornements beaucoup plus prononcés, il a fallu déjà comprendre cette extravagance. Et donc toujours au bilan, ce jeu de données nous a donné des belles surprises. Le fait qu'il y ait des plantes aromatiques, donc c'est quelque chose qui n'existe pas que chez les humains. La personnalité, l'imitation des cris de serpent, et puis les infidélités et divorces chez les oiseaux. Et puis on a aussi malheureusement, comme toute personne travaillant sur le vivant en ce moment, des potentielles mauvaises nouvelles. Je ne vais pas finir avec ça, mais je vais quand même vous montrer les données. Donc on s'est un peu intéressé, malheureusement, moi j'avais toujours dit que je ne m'intéresserais pas au changement climatique, parce que voilà, c'est assez déprimant, parce qu'il y a plein de gens qui le font et qui le font mieux que moi, mais voilà, quand on a un jeu de données de 20 ans, forcément les changements climatiques nous rattrapent. Et donc on a regardé si notre coloration changeait au cours du temps, et on a pu trouver qu'effectivement, dans nos 20 ans de données, déjà en Corse, l'été, il faisait de plus en plus chaud, donc c'est passé de 23 à 25 degrés en moyenne pour les 3 mois d'été. Et que, à reverse, en fait, on avait une diminution de la coloration. Alors, donc, c'est pas hyper fort, c'est une diminution de l'ordre de 10%, mais entre... oui, ça c'est pas les... Pardon, je pensais que j'avais mis la diminution au cours du temps, mais là, donc on a une diminution de 10%, et quand on a lié cette différence de coloration, elle était liée à la température l'été. Donc, plus les étés sont chauds, plus la coloration UV bleu, et on avait la même chose pour le jaune, des mésanges est basse, en fait. Donc, c'est corrélatif. C'est peut-être pas, il faut qu'on ait plus que 17 ans de données pour en être sûr, il faut qu'on essaye de comprendre si c'est par hasard, parce que toute corrélation peut être due au hasard, mais en tout cas c'était pas une très bonne nouvelle et j'avais pas envie d'aller par là. Dans les nouvelles un peu plus meilleures, donc on a aussi entre 1979 et 2015 la survie de nos mésanges. Donc ça c'est dans nos 4 populations. Ça change d'une année à l'autre, mais ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il n'y a pas ça diminue pas, la courbe fait pas comme ça. Globalement la tendance est un peu stable. Donc on n'a pas de diminution de survie de nos mésanges au cours du temps. Et pour finir, je vais revenir à la beauté, ce qui est quelque chose qui m'anime beaucoup et qui est une raison aussi de pourquoi je fais ce métier. Et donc je vais juste conclure sur ces belles images et puis sur le fait que je travaille aussi sur 3 autres sujets, mais je ne vais pas vous en dire aujourd'hui parce que je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Mais mais je peux répondre à des questions sur ces sujets aussi. Je travaille sur le rôle de la sélection sexuelle et de la sélection en général dans ce qu'on appelle les syndromes d'insularité, qui est que les animaux en général dans les îles et les oiseaux en particulier sont très différents. Donc là, ça peut être symbolisé par le dodo qui est un pigeon énorme, le pigeon le plus énorme de la Terre. Et je travaille aussi sur le rôle de la sélection sexuelle en ce moment sur la diversification des nids de tisserins. Donc les tisserins, c'est des oiseaux d'Afrique et un peu d'Inde et j'ai oublié le nom, mais donc par là. Et donc ces espèces, donc là c'est toujours un arbre du vivant, ont des nids très différents. Et donc là on se demande si, au-delà de la sélection naturelle, ils pourraient avoir un rôle de la sélection sexuelle, parce que ces oiseaux paradent beaucoup devant leur nid et les nids sont extrêmement jolis. Et puis je m'intéresse aussi, je travaille aussi, j'ai la chance de faire aussi une étude à long terme chez une espèce qui a le plus grand nid au monde, c'est le républicain social. Donc là on peut voir la taille du nid par rapport à la taille de la voiture. C'est aussi une espèce de tisserin, donc elle a évolué un peu des traits un peu extrêmes. Et du coup là, c'est une espèce qui est très coopérative. Et elle coopère pour construire son nid. Donc c'est des immeubles de paille de 5 mètres de long qui sont construits et entretenus de façon communautaire. Donc ça fait penser un peu aux humains. Et elle coopère aussi pour nourrir des jeunes. Donc pareil, on va chaque année, on capture tout le monde, on regarde tout le monde et on essaye de savoir pourquoi ils font ça. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.